Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition des Assises de la Data Transformation par NetExplo sous le haut patronage du ministère de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique en partenariat avec HEC Paris, le BCG, le groupe Les Échos Le Parisien et la Villa Numéris. Je m'appelle Julia Siguer, je suis journaliste tech pour la chaîne d'information France 24 et je suis ravie d'être ici pour animer cette matinée en votre compagnie. Une matinée durant laquelle des entreprises, certains des plus grands groupes français, notamment issus du CAC 40, vont partager avec vous leurs projets les plus innovants en termes de data. Et comme vous allez le voir, la data transformation continue son ascension, la culture de l'IA, mais aussi la compétence de l'IA s'étend notamment dans tous les domaines, toutes les industries, avec de nombreux passages à l'échelle pour permettre justement à ces entreprises d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Tout au long de cette matinée, vous allez donc avoir l'occasion d'entendre les témoignages des CDO, des dirigeants de ces groupes, notamment Accor, EDF, Carrefour, Safran, Sanofi et Schneider Electric, pour savoir comment ils conçoivent leur stratégie data-centrique et surtout comment concrètement ils mettent en place ces outils nourris à l'IA pour l'utiliser comme un tremplin de croissance. Tout de suite, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur scène pour le mot d'introduction Guillaume Pernoud, qui est le directeur général de NetExplo. Merci de l'accueillir. Bonjour Guillaume. Bonjour Julia, bonjour à tous. Merci de votre présence. Je suis tout comme toi ravi d'être là pour cette 3e édition dans son format finalement original puisque nous avons été empêchés par 2 fois en raison du Covid et donc les précédentes éditions se sont tenues majoritairement à distance et cette année majoritairement en présence grâce à vous. Donc merci d'être là. Et puis on salue aussi ceux qui nous regardent en live sur netexplo.com puisque nous sommes dans un format complètement hybride. Absolument, et de nombreuses personnes sont ici effectivement dans la salle, sont à distance également. Est-ce que peut-être Guillaume, dans un premier temps, tu peux nous expliquer pourquoi NetExplo organise les Assises de la Data? Alors avec plaisir, on observe l'innovation digitale depuis 2007. On accompagne les grandes entreprises dans l'appropriation des transformations qui sont liées à ces innovations digitales. Et puis, on voit quand même depuis quelques années qu'il y a des leviers qui accompagnent et qui facilitent cette transformation. Et un des leviers, c'est la data. Et donc, on a souhaité faire notre travail, continuer d'observer la manière dont les entreprises se saisissent de la data pour être plus performantes, pour apporter de la valeur à leurs clients, à leurs collaborateurs, à leur écosystème. Et dans ce cadre-là, on a vu qu'il y avait des entreprises qui étaient plus en avance et qui pouvaient peut-être finalement être des valeurs d'exemple pour les autres. Alors nous, on est plus particulièrement en collaboration avec les grandes entreprises, mais on a une responsabilité, et si on est là aujourd'hui dans ce ministère, ça en est la preuve, et les grandes entreprises aussi, c'est de tirer tous les acteurs économiques dans ce grand mouvement de la data transformation. Et donc, on a souhaité créer ces assises pour permettre à des entreprises de partager leurs bonnes pratiques, partager leurs visions sur la manière dont on utilise les data et on les met au service du business et créer des vocations. J'ai lu un article dans Les Échos là, le 16 janvier qui disait que globalement, il n'y avait pas de démocratisation de la data dans 8 entreprises sur 10. Donc, il y a encore un travail considérable effectivement à faire pour engager toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur activité, sur le territoire, dans ce grand mouvement de la data transformation. On y participe modestement ici, en mettant effectivement la lumière sur des entreprises qui vont montrer le potentiel de la data science pour le business et qui vont montrer effectivement le chemin. Voilà. Et en cela, d'ailleurs, je les remercie. Je remercie les dirigeants des entreprises qui se sont associés à cette programmation et qui vont venir livrer donc la manière dont ils s'y prennent de façon très concrète, puisqu'on a voulu un événement qui soit très opérationnel. D'ailleurs, chacune des prises de parole d'entreprise va démarrer par un cas d'usage.
Voilà. Et on sait que ces cas d'usage, puisqu'on en a présenté une quinzaine dans les années précédentes, sont très populaires sur les réseaux après l'événement, et ils circulent et ils sont posés effectivement comme des valeurs d'exemple pour inspirer les pratiques et donner envie. Alors pour ceux qui nous regardent, justement, j'en ai parlé brièvement en introduction, mais à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui pour cette matinée? Quel est le programme? Alors, le programme, c'est donc parler de la data sous un angle très concret, très opérationnel. On sait qu'il y a parfois une difficulté, c'est que la data peut être perçue comme un sujet expert, un sujet technique, c'en est un, mais c'est aussi un sujet business, c'est le sujet de tous les métiers, de toutes les grandes fonctions de l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est de montrer effectivement comment l'ensemble des métiers de l'entreprise peuvent participer à ce mouvement. Et nous allons avoir des interviews très opérationnelles pour comprendre d'abord dans quel domaine s'applique la data dans les entreprises, qu'est-ce que l'on en fait, qu'est-ce qu'on gagne à exploiter les données, après évidemment avoir mis toutes les conditions pour les collecter et avoir de la donnée de qualité. On va s'intéresser ensuite à l'organisation idéale pour permettre effectivement cette data transformation. On va regarder aussi les éléments de culture. Comment est-ce qu'on fait pour changer la culture? Comment est-ce qu'on fait pour engager l'ensemble des parties prenantes en entreprise? On va s'intéresser à la question des talents, parce qu'on sait effectivement que ce sont des profils en data science qui sont recherchés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les capter? Comment est-ce qu'on fait pour les retenir? Et puis, on va s'intéresser aussi, et ça, ce n'est pas une surprise, mais c'est très important, à la dimension durable de la data. Et ça, c'est un peu vous allez le voir en filigrane de l'ensemble de ces interventions, comment la data participe à la neutralité carbone et plus largement au développement durable. Donc, c'est vraiment un programme pour tous les collaborateurs de l'entreprise, complètement dans la lignée de la formation que nous avons créée avec HEC qui s'appelle Data for Manager, qui est très populaire aujourd'hui dans les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui et qui a exactement cette vocation-là, c'est-à-dire engager l'ensemble des métiers dans le grand mouvement de la data transfo. Très bien. Alors, on parlera justement de durabilité, de sustainability aussi tout à l'heure, quand on évoquera les global trends avec Sylvain Louradour également. Je crois que vous vouliez peut-être passer une petite vidéo en introduction. Oui, alors on va dire deux mots effectivement en image de Data for Manager, ce qui va me permettre de remercier d'ailleurs HEC pour ce partenariat, et puis l'ensemble effectivement des partenaires comme tu as pu le faire, qui ont présidé à la création de ces assises de la data, et puis remercier effectivement les dirigeants des entreprises qui nous donnent du temps et qui donnent du temps à tous ceux qui nous regardent pour effectivement montrer le chemin. Voilà, donc une petite vidéo pour commencer, pour voir en image le programme Data for Manager. Et puis ensuite, je voulais effectivement consacrer cette ouverture à l'actualité. Nous sommes filiales du groupe Les Échos Le Parisien, nous sommes évidemment sensibles à l'actualité. Et c'est pas une grande nouvelle que de dire qu'il y a un chamboulement dans la tech aujourd'hui avec ChatGPT. Et je voulais qu'on puisse profiter de cette ouverture pour se poser les bonnes questions autour de ChatGPT. Alors certains disent ChatGPT 4, c'est un potentiel 500 fois plus supérieur à ce qu'on connaît. Et puis finalement, le fondateur hier dément en disant mais non, soyez prudents, ça va être formidable, mais c'est quand même pas ça, vous risquez d'être déçus. Enfin voilà, donc en tout cas, il y a un emballement autour de ChatGPT et autour plus généralement de l'intelligence artificielle générative. Et donc, après cette petite vidéo, nous allons accueillir sur scène Jean-Rémy Gratadour d'HEC Paris et Marcus Godard de NetExplo qui ont accepté le difficile exercice en quelques minutes de faire le point sur ChatGPT. Merci beaucoup. Merci Julia, merci à vous tous. Très bonne matinée.
Voilà pour cette rapide présentation de Data for Manager. Je vous demande d'accueillir Marcus Godard et Jean-Rémy Gratadour. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour, comme Guillaume l'a signalé chez NetExplo, nous observons les actualités, l'impact des nouvelles technologies et surtout leurs usages depuis une quinzaine d'années. Alors, depuis 2-3 ans, c'était une période très compliquée, très différente, comme vous l'avez tous constaté. On nous a beaucoup parlé du métaverse, on nous a beaucoup parlé du Web 3, des cryptos, mais pour moi, la lame de fond la plus disruptive que nous avons observée peut-être depuis 10 ans, ce sont les avancées de l'intelligence artificielle et surtout de l'IA générative. C'est dans ce cadre qu'en 2021, au Forum Innovation NetExplo, nous avons primé une première utilisation de GPT-3, qui est le moteur derrière ChatGPT et tant d'autres. DALL-E, un outil qui permet de créer des images sur commande en lui demandant, par exemple, de concevoir un fauteuil avocat. Et on peut parler de création parce qu'un fauteuil avocat n'a jamais existé, en tout cas pas chez Ikea. Et vous voyez qu'il a associé le concept d'avocat et de fauteuil dans un dessin pour proposer un nouveau modèle. Il y a un an, nous avons primé comme lauréat au Forum NetExplo Sudowrite, l'une des premières applications de GPT-3 pour l'écriture. D'ailleurs, une petite partie de notre livre rédigé par Sylvain Louralour sur les tendances a été rédigé par Sudowrite. Je vous laisse trouver le paragraphe en question. Mais ça permet de surmonter l'angoisse de la page blanche en collaborant avec l'écrivain pour lui donner des idées, des pistes, des styles, des caractères, des personnages, etc. Il n'y a pas que GPT-3, il y a d'autres moteurs d'intelligence artificielle générative. Hier, j'ai créé cette image en lui demandant de dessiner la collaboration entre robots et humains dans un bureau futuriste. En 5 minutes, il a sorti cette image. Midjourney est peut-être plus artistique que DALL-E, peut-être aussi par ses failles. Parfois, il y a des choses qui ne tiennent pas debout, les têtes ne sont pas dans le bon sens et ça donne une impression beaucoup plus esthétique que d'autres moteurs. Ce phénomène a pris tellement d'ampleur qu'il y a maintenant un marché de prompt. C'est quoi un prompt? C'est la question qu'on pose à une IA générative pour créer du texte, de l'image, par exemple. Et vous pouvez vendre pour $2 vos meilleurs prompts. Si quelqu'un veut reproduire quelque chose dans le même style, vous saurez exactement quels critères donner et quelles questions poser sur une place de marché de prompt qui s'appelle PromptBase. Quel est l'avenir de ces outils? On va peut-être voir plus des IA génératives, des chatbots plus étroits, avec Character.ai, également basé sur GPT-3. On peut créer un personnage ou on peut dialoguer de façon un peu superficielle avec un personnage historique comme Socrate, un personnage fictif comme Tony Stark, Iron Man, et quelqu'un qui est un peu entre les deux, Elon Musk, qui existe vraiment. On peut donc discuter avec des personnages, on peut créer son propre personnage. Quelles seront donc les prochaines étapes de ce que moi j'appelle text to everything? On passe de text to image, text to story. On va commencer à voir text to video. Alors, chez Meta, anciennement Facebook, ils ont quelques déboires avec leur vision du métaverse, mais leur division intelligence artificielle fait des merveilles. Et c'est l'illustration que n'importe qui peut créer, même un ours en peluche, parce qu'ils ont sorti un modèle qui n'est pas encore en test public, qui s'appelle Text to Video. Et là, par exemple, si vous lui demandez de faire une vidéo d'un ours en peluche qui fait son autoportrait, vous avez ce résultat-là. Donc, c'est peut-être une prochaine incarnation de cette intelligence de l'IA générative. Mais de toutes les innovations, de tous les outils qui sont sortis depuis 2-3 ans, c'est ChatGPT, basé sur GPT-3, le modèle qui est sorti il y a plus de 2 ans, c'est ChatGPT qui fait le plus parler de lui. Donc, je donne la parole à Jean-Rémy Gratadour de HEC Paris pour expliquer c'est quoi et pourquoi autant de buzz et quel sera l'impact de ChatGPT. Jean-Rémy.
Merci Marcus. Alors, quand Guillaume Pernoud m'a proposé d'intervenir devant vous ce matin sur ChatGPT, je me suis dit formidable, je vais pouvoir faire le travail par ChatGPT. Et donc, je suis allé directement sur le moteur et je lui ai posé la question, voilà, fais-moi une présentation pour une conférence en 10 slides sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Alors, pour ne pas le déstabiliser, je lui ai posé la question en anglais et de question en question, partie par partie, le moteur a commencé à me proposer les 10 slides en passant en revue un certain nombre d'éléments d'introduction, de contenu, permettant tout simplement de développer une présentation tout à fait complète. En même temps, le résultat était moyennement satisfaisant et je me suis dit, si je fais cette présentation, on va peut-être m'en vouloir un petit peu. Résultat, je vous propose de mettre l'accent sur un aspect un petit peu différent de ChatGPT et de vous rappeler un petit peu les éléments techniques. Le premier, c'est que ChatGPT est fondé sur la version 3.5 de GPT-3 et que cette version 3.5 est composée de 175 milliards de caractères, c'est-à-dire fondée sur 175 milliards d'éléments. Néanmoins, dans GPT, l'élément que j'aimerais souligner ici, c'est le T de Transformer, qui est le modèle sur lequel est fondé l'algorithme et qui est un modèle qui met en évidence la dimension d'attention. C'est-à-dire qu'il va aller chercher dans le texte l'élément qui fait réagir l'intelligence humaine. En s'intéressant, en modélisant l'attention, ChatGPT finalement donne une première version tangible de ce qu'est l'artificial intelligence générale, qui est cette intelligence, on va dire, où on peut commencer à se poser la question de savoir si elle a conscience d'elle-même. Mais si on veut faire ça, finalement, GPT-3 propose de faire de l'ancien, de faire du neuf avec de l'ancien et ouvre la question du dialogue. Alors, cette question du dialogue, en fait, elle est au centre, tout simplement parce que l'usage que va en faire l'utilisateur dans la version bêta-test va continuellement nourrir l'algorithme et va continuellement permettre à l'algorithme d'améliorer ses réponses. Et on s'aperçoit que la question, les prompts, que signalait à l'instant Marcus, commence à prendre une importance capitale. Et on voit bien se dessiner des lignes de développement, c'est-à-dire des résultats toujours plus précis et récents, et également une qualité de dialogue sans arrêt renforcée. Alors, derrière cette attention portée justement à la réaction humaine, on voit que l'IA aussi est devenue prudente. Traditionnellement, on avait vu un certain nombre d'IA génératives par le passé qui révélaient des biais, voire même qui étaient manipulables. Ici, GPT-3 était pré-entraîné pour éviter ce risque, et le résultat est que parfois, on est face à un contenu assez lissé, voire même polissé, et ce qui pose la question de savoir comment l'algorithme, finalement, internalise la norme. Alors, on connaissait le paradoxe, le test de Turing. Vous vous souvenez, le test de Turing, c'est ce test où on demande à un humain de dialoguer, en l'occurrence avec une machine qui est dissimulée, et le test consiste à savoir combien de temps cela va prendre avant que l'humain s'aperçoive qu'il est en train de dialoguer avec une machine. Ici, on est dans un contexte un peu différent. On s'aperçoit que finalement, on est face à un paradoxe de Turing. C'est-à-dire que l'IA, le robot, ne se cache plus du tout. Il s'assume complètement comme robot. Et d'ailleurs, quand vous dialoguez avec ChatGPT, très régulièrement, il vous rappelle qu'il est un robot et qu'il a des fonctions limitées. Il s'assume donc comme un robot et il engage le dialogue. Et ce dialogue va même aller potentiellement jusqu'à l'émotion. C'est-à-dire qu'il va vraiment travailler cette fonction cognitive très humaine. Alors, quel est l'impact de ChatGPT et de cette nouvelle fonction pour l'innovation en entreprise? Eh bien, tout simplement, l'amélioration de ces fonctions de dialogue va avoir plusieurs conséquences sur plusieurs fonctions. Par exemple, sur le support client, on voit bien comment, soit dans les services d'avant-vente, les services commerciaux, qui permettent de mieux caractériser les besoins d'un client, soit dans les services après-vente, on peut faire usage de ce type de technologie. On voit que dans la rédaction automatique d'articles, et j'en montrais un exemple au tout début, ça peut être extrêmement utile. La traduction, désormais, est quelque chose de devenu courant.
La question de la synthèse dans le contenu est un point intéressant aussi. Et puis, il y a toute cette fonction bien connue de l'IA d'extraction d'informations à partir d'une masse de données et qui peut permettre de trouver dans la masse de données des sources de valeur importantes. De manière générale, l'économie, le commerce, le droit, la médecine, tous les domaines sont concernés par des applications possibles. Et pour creuser ces applications, on voit bien qu'il y a toute une génération de start-up qui vont utiliser via des API l'algorithme de GPT-3 pour aller identifier des problèmes utilisateurs en appliquant les méthodes de création des entreprises, c'est-à-dire les méthodes agiles, les méthodes de ligne qui permettent d'itérer jusqu'à trouver des vraies fonctions et qui vont correspondre à un besoin. Alors si on prend un exemple dont on parle beaucoup en ce moment, de par l'investissement et le partenariat avec Microsoft, on peut se poser la question de savoir dans un secteur comme par exemple le marketing et la publicité, est-ce qu'on va assister à un changement de paradigme? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait un changement de paradigme? Puisque tout simplement, jusqu'à présent, finalement, le profiling des utilisateurs était le résultat des recherches sur le moteur ou des interactions sociales, alors qu'ici, on pourrait se demander si l'identification des besoins et la personnalisation des offres ne va pas être une résultante du modèle cognitif de dialogue avec l'IA. En même temps, on voit déjà que c'est une véritable corne d'abondance pour tous les métiers du marketing, puisque un ChatGPT permet de créer énormément de contenu très rapidement et de le distribuer dans tous les canaux du digital. Mais attention, le moteur de recherche qui privilégie la qualité des contenus, voyant arriver de plus en plus de contenus automatiques, risque d'être perturbé et d'avoir un effet de rebond et d'avoir un effet de sanction sur ces contenus. Les marketeurs en ont déjà conscience et il y a déjà de nouvelles formes d'intelligence artificielle qui permettent de leurrer la machine en lui faisant croire qu'elle n'a pas été générée par un moteur, mais par un humain. Et donc, c'est des machines qui se mettent à dialoguer avec des machines. Alors là, cette fois-ci, on est sur du test de Turing au carré, avec des machines qui font croire à d'autres machines qu'elles sont des humains. Alors, derrière ça, il y a un modèle aussi qui est particulièrement intéressant à souligner, c'est qu'à la différence d'un Facebook ou d'un Google, qui étaient plutôt des modèles de points d'accès uniques, on voit bien se dessiner un modèle qui va fonctionner par diffraction, et ce, grâce aux API déjà signalées, au cloud et à l'intégration dans un nombre croissant d'outils de ces fonctions d'intelligence artificielle. Donc le modèle qui se profile, c'est un modèle de démultiplication de points d'entrée avec des fonctions spécifiques et qui progressivement efface la frontière entre ce qui est humain et ce qui est généré par l'IA. Mais quand on y réfléchit bien, tout cela finalement nous ramène à la question de la création. Et on voit que l'IA générative, certes, augmente notre productivité, mais elle oblige aussi à nous situer par rapport à son pouvoir potentiel et elle provoque ce retour réflexif sur notre propre condition. Et pourquoi? Parce que jusqu'à une date encore très récente, nous étions tous intimement convaincus que la création était la dimension probablement la plus intime, la plus sacrée, la plus magique, la plus prométhéenne de la conscience humaine et que la machine jamais ne pourrait aller sur ce champ-là. Alors, est-ce qu'on va voir apparaître de nouvelles formes de labellisation qui soulignent, par exemple, que l'écriture a bien été générée par des êtres humains, et puis quelles vont être les conséquences sur les droits d'auteur, sur la propriété intellectuelle et la propriété industrielle? On va le voir. En conclusion, on voit bien qu'on souligne systématiquement les deux risques que sont le développement accru de la désinformation via ce nouveau type d'outils ou le risque de remplacement. Ce que j'aimerais souligner ici en conclusion, c'est qu'on peut quand même se réjouir du passage qu'on a vu d'une société de l'information à une société de connaissance, et on peut aussi se réjouir de voir qu'on rentre dans une société que j'appellerais la société de compréhension. Et société de compréhension, c'est-à-dire une société où il faut bien noter cette petite ambivalence qu'il y a entre la compréhension mutuelle entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle qui vont devoir collaborer ensemble, mais aussi un risque qui est sous-entendu par l'étymologie du mot, d'être pris dedans, d'être pris avec, d'être compris dans l'intelligence artificielle. Et donc, comprendre ou être compris risque donc d'être un enjeu pour les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne matinée.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir mis en lumière donc ChatGPT. Je rappelle que Jean-Rémy Gratadour est donc le directeur exécutif du Centre Innover et Entreprendre à HEC Paris et Marcus Godard est le Chief Intelligence Officer de NetExplo. Merci infiniment.